Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 septembre 2025 et notre ami Larry C. Johnson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Tu m'as pas encore mis à la porte, hein? Tu n'essaies pas de me déposséder. Sympa ta chemise, au fait. C'est ce que vous faites. Jolie chemise. Toi aussi, belle chemise. Oui, il faut dire au professeur Morandi qu'il doit se ressaisir. Tu sais, il a fait une remarque lors d'une de vos récentes conversations. C'est un bon gars, mais il devrait mettre une chemise. Oui, exactement. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher un plus large public. Larry, commençons par le cas de Charlie Kirk. Voici ce que Fox News nous a dit à propos du fusil. Le type de fusil utilisé lors des assassinats. Pour obtenir les derniers détails concernant cette arme. Mais les enquêteurs nous avaient déjà dit une chose que nous savions il y a quelques jours. Ils ont trouvé le fusil enveloppé dans une serviette juste à côté de la scène de la fusillade. Donc ils l'avaient. Mais ce que nous ne savions pas, c'était exactement son âge. Et il est important de le souligner car la police affirme que le suspect aurait pu choisir cette arme précisément parce qu'elle était pratiquement intraçable. Je veux vous la montrer à l'écran pour ceux qui nous regardent à la maison. Voici à quoi ressemblait cette arme, selon les autorités. Il s'agit d'un fusil ancien modèle Mauser, dont les enquêteurs disent qu'il est si vieux qu'il n'avait même pas de numéro de série, ce qui les aurait empêchés de le retrouver. Voici l'arme que la police affirme que Tyler Robinson a utilisée pour assassiner Charlie Kirk ce jour-là. Elle datait de plusieurs décennies. Le tireur l'appelait le fusil de grand-père et a envoyé un message à son partenaire transgenre après le meurtre, disant ceci: « Je veux vous montrer ces messages parce que toute cette affaire a été révélée l'autre jour. Je m'inquiète de ce que mon vieux ferait si je ne ramène pas le fusil de grand-père. Je ne sais pas s'il a un numéro de série, mais il ne remonterait pas jusqu'à moi. Je m'inquiète pour les empreintes. J'ai dû le laisser dans un buisson, là où j'ai changé de vêtements. Je n'avais pas la possibilité ni le temps de l'emporter avec moi. Et il est en fait resté dans les environs, nous dit-on, pour voir s'il aurait le temps de le récupérer et de le mettre dans sa voiture. » Les documents judiciaires indiquent que le bureau d'enquête de l'État de l'Utah, qui travaille sur cette affaire, a trouvé de l'ADN sur l'arme du crime qu'ils estiment correspondre à celui de Tyler Robinson. La police affirme que Robinson a également avoué dans un message texte avoir tiré et tué Kirk, échangeant des messages avec son partenaire et fournissant de nombreuses informations. De retour ici en direct, alors que Robinson est détenu dans la prison du comté derrière moi, on m'a dit que son partenaire coopère avec les autorités. Ils essayent donc d'obtenir le plus d'informations possible. Oui, tu comprends de quoi il parle. Larry, qu'est-ce qu'on sait sur le fusil? Et comment trouves-tu la façon dont il gère la situation ou la manière dont ils essayent de diffuser des informations sur l'affaire de l'assassinat? Eh bien, nous ne savons vraiment pas grand-chose sur le fusil. Nous avons, je les appelle des récits fabriqués. Il y avait une photo qui circulait affirmant « Oh, voici le fusil qu'ils ont trouvé ». Mais vous savez, selon ce rapport, il s'agissait d'un Mauser de 1906 ou 1908. Cela fait 120 ans. Le fusil montré ne ressemblait pas du tout à ça. Ce n'était pas une crosse en bois. On aurait presque dit que c'était une sorte de crosse en plastique. Donc vous voyez, nous ne sommes pas sûrs. J'ai entendu certaines personnes dire que c'est un Mauser MK98. Et vous savez, un autre ami à moi, Ryan Dawson, a affirmé que oui, on pouvait replier cette crosse, la plier pour réduire la taille de l'arme. Eh bien, j'ai parcouru tout l'Internet à la recherche d'une telle image,
je ne l'ai pas trouvé. Et vous savez, tirer avec un vieux fusil pose certains problèmes. Je veux dire, il faut s'assurer qu'il est en bon état et que le canon n'est pas usé et, vous savez, un certain nombre d'autres choses. J'ai un M1 Garand qui était un fusil utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il date de 1943. Et avant de l'utiliser, j'ai dû l'emmener chez un armurier pour lui demander « D'accord, vérifiez, est-ce que c'est sûr de tirer avec ?» Parce qu'il tire la même munition que Charlie utilisait, qui est une grosse cartouche. Donc on ne sait vraiment pas si c'est effectivement ce fusil-là, ni dans quel état il était. Alors, la question est la suivante. Le FBI a affirmé qu'il l'avait démonté, qu'il l'avait partiellement désassemblé pour le retirer du toit. Pourtant, si vous démontez un Mauser, il possède ce qu'on appelle un chargeur interne. C'est un ressort qui, lorsque vous y insérez des cartouches, pousse celle-ci vers le haut afin que vous puissiez ensuite chambrer la cartouche dans le canon ou mettre la cartouche dans le canon pour qu'elle puisse être tirée. Le problème, c'est que lorsque vous démontez un Mauser, ce chargeur interne tombe et toutes les munitions tombent aussi. Et pourtant, ils affirment avoir retrouvé le fusil intact. Avec, vous savez, il avait tiré un coup. C'est un fusil à verrou. Donc, vous relevez le verrou, vous le tirez en arrière, cela extrait la cartouche. Vous poussez le verrou vers l'avant, cela insère la nouvelle cartouche dans le canon. Eh bien, ils ont affirmé qu'après avoir tiré, ils n'avaient pas du tout actionné le mécanisme à verrou. Ils l'a laissé intact. Donc il n'y a absolument aucun moyen qu'il ait pu le démonter. C'est ça le point. D'accord. Donc quelqu'un ment ici. C'est ce qui est évident. Sur les images où il traverse le toit, il ne semble pas qu'il ait... Oui, il a quelque chose dans la main, mais cela ne ressemble pas à un fusil Mauser de taille normale. Donc il faut se poser la question, pourquoi le FBI ment-il à ce sujet? Et ensuite, on en vient à la question du tir. Le fait qu'il y ait eu autant de désinformation autour de cette affaire me fait penser qu'il s'agit d'une opération de renseignement d'une certaine sorte. En d'autres termes, des personnes introduisent délibérément de fausses informations dans le récit, comme « Oh, il a été touché de côté, c'est pour ça que sa tête n'a pas réagi ainsi. » Ou bien « Il a été touché par derrière. » Donc il y a beaucoup de ces théories conspirationnistes qui circulent. Il a été touché de face, il a été touché juste ici. Certains disent que la balle a effleuré la clavicule puis est remontée, mais cela a fait un trou dans... Et vous savez, le trou au début avait à peu près la taille du bout de votre majeur. Mais ensuite, le sang s'est rapidement mis à couler abondamment. L'affirmation, c'est qu'il a été touché par une balle de calibre 30-06. J'ai vu plusieurs vidéos de différentes munitions de 30-06. Vous savez, des balles chemisées en 30-06. Cela lui aurait arraché la tête si c'était ça qu'il avait touché. Ou je veux dire, cela aurait causé des dégâts catastrophiques, bien au-delà de ce que nous avons vu à son cou. Vous voyez, peu importe, parce qu'on peut voir sur Internet ce qu'on appelle des mannequins balistiques. Ils utilisent un gel et il y a en fait une structure squelettique, donc c'est conçu pour reproduire ce que serait un tir sur une vraie personne. Et je veux dire, quand une balle de 30-06 frappe ça, encore une fois, avec certaines de ces images, on ne sait pas si elles ont été tirées à 200 mètres. Il existe une munition appelée frangible, qui est conçue pour se fragmenter après avoir pénétré. À l'origine, cela a été conçu pour que, lorsque la police tirait sur quelqu'un, une balle ne traverse pas la personne et ne touche pas un passant innocent derrière. Ils ont donc inventé ce qu'on appelle une munition frangible, qui resterait alors à l'intérieur du corps de la personne. Je suppose que c'est possible, sauf qu'ensuite on entend l'histoire selon laquelle
« Oh, le médecin a trouvé la balle juste sous la peau ». Et ils appelaient Charlie Kirk « l'homme d'acier », disant qu'il avait arrêté la balle. Vous savez, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, on prend du recul et on se demande pourquoi ces mensonges. Il ne fait aucun doute que Charlie a été touché de face. Il n'y avait pas de trou de sortie. On peut le voir sur plusieurs vidéos. Mais cela soulève des questions sur la taille exacte de la balle. Certains insistent sur le fait qu'il s'agissait de ce qu'on appelle un pistolet de paume. Écoutez, le problème avec un pistolet de paume, c'est comment viser avec. Je peux tirer assez précisément en tir instinctif jusqu'à environ 7 mètres. Mais dès qu'on dépasse, disons, 15 mètres et qu'on essaye de tirer instinctivement avec une arme de poing, on ne sera pas très précis. Là, c'était un tir précis. Ou alors, si la personne visait la tête, la balle aurait pu descendre et le toucher au cou. Ce que je veux dire, c'est que les preuves médico-légales ne correspondent tout simplement pas au récit. Et le FBI, j'avais beaucoup d'espoir que Kash Patel et Dan Bongino redonneraient de la crédibilité au FBI. Ils en ont fait un véritable cirque. Ce sont tous les deux des bouffons. Larry, tu as mentionné que le médecin, le chirurgien, parlait de la balle, l'appelant l'homme d'acier, parce qu'il pouvait expliquer ce qui était arrivé à la balle, ce qu'elle avait fait ou non. Nous avons appris, d'après ce que Candace Owens nous a dit, qu'elle avait vu des images prises de l'arrière. Elle affirme que lorsqu'on regarde la scène de derrière, il ne se passe rien. Pourquoi est-ce le cas? On ne voit pas de sang. Rien ne sort dans cette direction. J'ai publié une vidéo sur mon dernier article de Sonar21.com qui contient plusieurs extraits montrant différents tirs avec une 30-06. Il y en a un où l'on utilise un mannequin balistique complet, tête et torse. Le tir traverse la poitrine, explose à l'arrière, donc on obtient une blessure de sortie. La blessure d'entrée fait peut-être la taille du bout de mon doigt. La blessure de sortie est comme ça. Et il y avait une planche de bois de 2x4 fixée à l'arrière de ce mannequin balistique. La balle a traversé la planche, puis est allée frapper un mur. C'est ce qu'elle s'attendait à voir, que si une balle de 30-06 à chemise entièrement métallique avait touché Charlie au cou, cela lui aurait arraché le cou, aurait soufflé une grande partie arrière de son cou et aurait probablement touché certaines des personnes qui se trouvaient derrière. C'est là que l'histoire ne tient pas debout. Maintenant, peut-être qu'ils vont venir dire « Oh, eh bien, c'était une munition sous-puissante. Vous savez, c'était une cartouche spécialement fabriquée qui ne contenait que la moitié de la puissance, la moitié de la poudre à l'intérieur de la douille. » Peut-être. Donc encore une fois, nous n'avons tout simplement pas les informations qu'ils ont publiées sont trompeuses, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, nous n'avons pas de bonnes informations. Si ce n'est pour dire que ce que nous savons sur la performance et les caractéristiques d'une cartouche .30-06 ne se retrouve pas dans ce que nous voyons avec Charlie Kirk. Vous savez, il se fait toucher. Vous savez, il fait ce mouvement très rapide. Il est frappé de face. C'est juste de la physique. Si on frappe assez bas sur le cou, la tête va partir vers l'avant. Si vous me frappez sur le front, ma tête va partir en arrière. Je veux dire, vous pouvez le tester vous-même en appuyant. Vous vous frappez sur le côté, frappez-vous sur le côté. Mais si je me frappe ici, sur le côté du cou, la tête réagit différemment. Donc il faut vraiment regarder attentivement ce qui se passe. Mais, vous savez, le fait qu'il ait dit avoir trouvé la balle sous la peau, ça n'a pas de sens. L'autre chose,
ce sont les messages textes entre Tyler Robinson et son amant. Vous savez, toute cette histoire est incroyable parce que l'histoire, c'est qu'il vient d'une famille conservatrice et qu'ensuite il entame une relation avec un homme transgenre. Et vous savez, les messages entre eux, on dirait que deux personnes d'il y a 50 ans se parlent. C'est d'une certaine façon fascinant. Voir deux jeunes de 22 ans, ce sont vraiment des gens très jeunes, se parler comme on le faisait il y a 50 ans. Years ago, people were talking to each Yeah, what's his name? Lance Twiggs or something like that. Oui, comment il s'appelle? Lance Twiggs, ou tu sais, quelque chose comme ça. Oui, il y a vraiment un problème avec les messages textes publiés. Premièrement, ils n'ont pas de date ni d'horodatage. Donc ce n'est pas comme s'ils avaient été extraits d'un téléphone. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une conversation générée par une IA. Tu sais, tu vas sur Grok et tu dis « Hey Grok, donne-moi une conversation entre deux personnes sexuellement confuses, dont l'une vient de tuer quelqu'un et a un fusil qu'elle doit cacher. » Parce que certains des mots utilisés, tu sais, toi et moi, on parle beaucoup, on fait plein de podcasts, j'en fais plusieurs, aucun de nous n'utilise ce genre de langage. Je veux dire, c'est archaïque. Certains passages sont archaïques. Alors il faut se demander, pourquoi sont-ils si occupés à établir ce récit? Maintenant, il y a d'autres rapports qui circulent. Et encore une fois, je prends pour argent comptant qu'il est possible que ce soit vrai, que tout cela ait été planifié à l'avance. Il y avait des voitures qui allaient et venaient de cet endroit les jours précédents. Il y avait des messages sur Discord et d'autres plateformes de réseaux sociaux disant qu'il allait se passer quelque chose d'important le 10 septembre. D'autres disent même, Ryan, que Charlie Kirk allait être tué. Donc c'était pas juste un gars en colère, perdu dans son identité de genre, qui voulait venger son petit ami, sa petite amie, ou peu importe. Il y avait un élément d'organisation là-dedans. Et vous savez, c'est ce qu'ils doivent élucider et expliquer. À quel point faudrait-il être entraîné pour atteindre la cible, comme il l'a fait dans cette situation? Eh bien, ça signifie que soit quelqu'un a pris ce fusil et l'a réglé de façon à ce que, lorsque vous tirez sur une cible à 200 yards, j'ai entendu deux chiffres différents, 150 ou 200 yards. Lorsque vous tirez à cette distance, vous voulez vous assurer que lorsque vous alignez le réticule, vous savez les croisillons. Lorsque vous placez le croisillon sur un point précis, c'est là que la balle va frapper. Parce que la Terre est courbée. Quand vous tirez une balle, elle suit en quelque sorte la courbure de la Terre. Et plus la distance est grande, plus la distance est longue, si vous voulez, plus la balle chute. Donc par exemple, si je tire une cartouche, et vous savez on les appelle cartouches ou munitions, parce qu'une balle n'est qu'une partie de la cartouche. Il y a la balle, l'étui et l'amorce. L'amorce est comme un petit explosif à la base au centre de la cartouche. Quand on la frappe, elle enflamme la poudre. Donc il y a ces quatre éléments, la balle, l'étui, la poudre et l'amorce. Quand vous tirez, disons, une cartouche de 5,56, qui est bien plus petite, à 500 yards, si votre arme est réglée pour toucher le centre de la cible à 100 yards, à 500 yards, la balle tombera de 5 pieds. D'accord? Donc, ce que ça signifie, c'est que quelqu'un a dû régler ce fusil pour qu'il sache qu'en visant à 200 yards, la balle atteindrait soit exactement l'endroit visé, soit qu'il faudrait ajuster la visée en sachant que la balle allait chuter de 10 à 12 cm à cette distance. D'accord, j'espère que je vous embrouille pas encore. Donc c'est un premier aspect. Il fallait que quelqu'un, que ce soit Tyler Robinson ou quelqu'un qui l'a aidé, ait réglé ce fusil. C'est le premier point. Le deuxième point,
c'est le tir en lui-même. Pressez la détente. D'accord, si j'ai un fusil bien réglé, je peux vous apprendre à tirer à 200 yards en probablement 15 à 30 minutes. I can teach you to do that at 200 yards in probably 15 to 30 minutes. And it's a simple matter of put the rifle down. Et il s'agit simplement de poser le fusil, de viser la cible, de comprendre ce que vous voyez à travers la lunette, de placer le réticule dessus, d'apprendre à respirer, d'expirer, de retenir votre souffle et d'appuyer sur la détente. Si je vous apprends à faire cela, vous pourriez réussir ce tir. Donc en fin de compte, il y avait ici un élément de compétence. De plus, cela nous ramène à toute la question du démontage du fusil. Si vous l'avez réglé avec précision et que vous le démontez ensuite, il y a de fortes chances que vous ayez perdu le réglage. Donc vous devez tirer à nouveau pour vous assurer que là où vous visez, là où se trouve le point rouge au centre de votre lunette, c'est bien là que la balle ira. Est-ce que ça a du sens? That's where the bullet's going to go. Does that make sense? Yeah, that totally. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. C'est incroyable la façon dont tu le décris. Larry, voici une question de l'un de nos auditeurs. Il a une question pour toi. S'il te plaît, demande à Larry ce qui se passerait si la balle venait du côté droit, près de l'oreille. From the right side around the ear. Yeah. No, if he would have seen it from the right side. Oui, s'il avait été frappé du côté droit, mettez simplement votre doigt sur votre oreille, frappez-vous l'oreille, essayez de voir si vous pouvez garder la tête immobile. Si vous recevez un coup inattendu sur le côté, votre tête va bouger comme ça, d'accord? On n'a pas vu ça. Down and then up Sur la vidéo, sa tête fait ceci. Elle descend, to the side. puis remonte. So Elle descend, puis remonte, pas sur le côté. say this. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis ça. Putting that out. Je prends du recul et je me demande, qui diffuse ça? Je ne dis pas que c'est la personne qui pose la question. Si cela a circulé sur Internet, oh oui, c'est ce qu'on pense qui s'est passé. C'était une sortie. C'était pas une sortie, c'était une blessure d'entrée. Encore une fois, vous pouvez regarder ma vidéo sur sonar21.com et voir ça, et observer la blessure de sortie sur ce mannequin balistique. C'est de la taille d'une assiette en carton, un trou de 15 cm. Donc, Skything et Siri, Steve Desesnint, Stennestini et tué, et cela a été efficacement. It was intended to kill him, and it did so effectively. Yeah. Oui. L'autre affaire, Larry, avec son organisation, voici ce que le FBI a déclaré. The FBI said. Donc, lorsqu'il a été aperçu pour la première fois sur le campus, il portait des vêtements différents. Ensuite, il a changé de vêtements sur le toit, puis il a remis ses vêtements à un moment donné, de sorte qu'au moment de son interpellation, lorsqu'il a été arrêté, ses vêtements correspondaient à ceux qu'il portait avant la fusillade. Yeah. Oui. Comment savent-ils qu'il a changé de vêtements sur le toit? Je ne sais pas. You know, was he up to doing a striptease? You know, Vous ne savez pas? music Est-ce playing? qu'il était là-haut en train de faire un striptease avec de la musique? Il y a énormément de zones d'ombre dans cette histoire. Le FBI, je ne sais pas s'il y a eu une volonté délibérée d'induire les gens en erreur. C'est possible, ou si c'est simplement de l'incompétence pure et simple. Et je n'écarte jamais la possibilité de l'incompétence et de la stupidité. I never discount the possibility of incompetence and stupidity. And you see the footage. Et tu vois les images, Larry, de ce type qui traverse la route. Tu vois qu'il a apparemment un problème à la jambe. Et il ne... With his leg, and it doesn't. Eh bien, c'était avant, non? Before, right? Oui, avant, oui. Yeah, before the shooting, he's walking like he's limping. Oui, avant la fusillade. Il marche comme s'il boitait. Certains ont supposé qu'il avait un fusil dans son pantalon. J'ai vu des vidéos où certains disent que ce n'est pas possible, et d'autres disent, vous savez, j'ai vu des vidéos où c'est possible. On peut encore marcher, mais on boite ou ce n'est pas une démarche normale. Est-ce comme ça qu'il a fait passer le fusil? Encore une fois, ils ont des images de lui dans les escaliers. On ne le voit pas bouger sur ces images, donc on ne peut pas dire s'il plie vraiment les genoux ou non. A-t-il un fusil caché dans son pantalon ou pas? Ou alors ils affirment, parce que moi, vous savez, quand c'est arrivé, j'ai supposé qu'il avait un fusil qui pouvait démonter.
Il y en a qu'on peut démonter, désassembler et mettre dans un sac à dos. Mais ensuite, le FBI sort l'histoire. Il y a le 3006. The FBI comes up with the story there's the 30-06. You really don't break that down easily. I've not seen. Vous ne démontez vraiment pas ça facilement. Je n'ai pas vu, j'ai cherché une seule vidéo. Si quelqu'un peut en trouver une, merci de m'en envoyer une copie. J'aimerais voir quelqu'un démonter un Mauser. Je pourrais apporter mon M1 Garand ici. Encore une fois, c'est un fusil de la Seconde Guerre mondiale comme celui-ci. Certains suggèrent qu'il pourrait même remonter à la Première Guerre mondiale. Mais il a la culasse, ce qu'ils appellent la culasse, et puis la crosse, la partie en bois dans laquelle le canon est inséré. Ça ne se démonte pas facilement. Ce n'est pas un démontage rapide, alors qu'avec une plateforme AR, un M4, un M16, il suffit d'appuyer sur une petite vis, si vous voulez, ou un boulon, et il se démonte en 2 tout de suite. Je veux dire, je peux faire ça en, vous savez, 4 secondes, mais pas avec celui-ci. But not this. So. Voici ce que Candace Owens a pour de la tenue, Larry. What happened? Something made its way. Que s'est-il passé? Quelque chose a circulé dans toute la ville et a été signalé à plusieurs reprises sur ma ligne d'alerte. Il s'agit d'une image très claire de Tyler Robinson, prétendument prise, je dis bien prétendument, par précaution, mais cela semble crédible d'après ma chronologie, prétendument prise à 18h38 dans un Dairy Queen à proximité. Voici la photo que nous pouvons vous montrer. Regardez cette photo. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette image? Beaucoup de choses ne vont pas sur cette image. Tout d'abord, 18h38, vous venez de tirer sur quelqu'un. Vous avez pris beaucoup de précautions pour cacher votre visage, pour changer de tenue. Mais attendez, vous n'avez pas complètement changé de tenue, n'est-ce pas? Je regarde cette photo, tu portes un jean et une chemise bordeaux. Maintenant, on a une combinaison 50-50 des tenues et tu montes tes yeux, tu n'as pas du tout peur d'être reconnu. Aussi, waouh, tu dois avoir l'estomac bien accroché, tu n'as pas de casier. La prochaine chose qu'on sait, tu tires sur quelqu'un et tu te dis, je vais juste aller manger. Tu n'as pas l'air particulièrement secoué ou bouleversé. Il y a aussi un problème avec l'endroit d'ailleurs. On a cartographié ça. C'est à environ 15 minutes du campus, à un moment où on nous dit qu'il traîne en train de surveiller le fusil. Donc, comme vous pouvez le voir, nous vous montrons que c'est à environ 17 minutes en voiture du campus. Donc, si c'est le cas, il devrait y avoir beaucoup d'images de cette Dodge Challenger faisant des allers-retours. D'accord. Et comme je l'ai dit, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il a l'air plutôt satisfait là-bas. Donc, il doit être un vrai psychopathe. Portant la moitié de ce que les fédéraux nous ont dit qu'il portait le matin et l'autre moitié de ce qu'ils nous ont dit qu'il portait pendant la fusillade. D'accord. Alors, pourquoi a-t-il envoyé un message dans cet échange pour dire qu'il avait changé de tenue? Quand tu viens de dire « j'ai changé de t-shirt », si c'est la réalité, si tu as juste changé de t-shirt, est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'il a seulement changé de t-shirt? La tenue, encore une fois, comme je l'ai ressenti hier, a toujours été problématique. Je pense que la tenue était l'erreur de la Fed. Ça n'a jamais eu de sens de dire qu'il est arrivé sur le campus avec une tenue, short kaki clair et un t-shirt bordeaux, puis qu'il a décidé de tout changer quelques heures plus tard. Parce que sinon, pourquoi ne pas simplement changer de t-shirt? Ça, en fait, ça a plus de sens. Tous les jeunes portent des jeans. On n'a pas besoin de changer de jeans ou de quitter un short kaki pour éviter d'être repéré. Personne ne va dire « Hey, on t'arrête parce que tu portes un jean ». Ça n'existe pas. Ce serait bien plus logique s'il avait juste changé de t-shirt. Oui. Écoutez, il y a quelques problèmes avec ce qu'elle dit. 18h38, c'était 3 à 4 heures après la fusillade. Elle a laissé entendre que c'était peu de temps après, genre 15 minutes après la fusillade. Non, ce n'était pas le cas.
18h38. Je crois que les coups de feu ont eu lieu vers... C'était 13h là-bas? Donc je suppose que tout cela est à l'heure locale d'Orem dans l'Utah. Donc le fait qu'il soit désinvolte 5 heures plus tard, ça ne me surprend pas du tout. Mais elle a raison. Pourquoi le FBI fait-il tout un plat du changement de tenue? Écoutez, toi et moi, on a aussi cette histoire de chemise. Look, you and I, we got the shirt thing going on. I've never heard you say, I'm going to go put on my new outfit. Je ne t'ai jamais entendu dire, je vais mettre ma nouvelle tenue. Tu sais, qui parle comme ça? Ouais, je vais changer de chemise. Tu sais, on va changer de chemise. D'accord, on va arriver avec des chemises conservatrices vendredi. Non, on va pas le faire. Tu sais, nos tenues, c'est juste, il y a quelque chose d'étrange dans ce langage. Et, tu sais, Candace a raison de le souligner. Donc tu vas changer de t-shirt, changer de t-shirt. Ce n'est pas comme si tout ça était un costume. Ou bien si. Donc, encore une fois, le FBI, avec beaucoup de choses qu'il dit, ne fait que semer plus de confusion. Et nous avons eu la cérémonie commémorative pour Charlie Kirk, au cours de laquelle nous avons vu Tucker Carlson intervenir et Donald Trump prendre la parole. On a demandé à Donald Trump ce qu'il pensait de l'assassinat, et il a déclaré qu'il pense que l'assassin a agi seul et que personne d'autre n'était impliqué. Voici ce qu'il a dit. C'est ce que vous demandez. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, il avait un ami, mais l'ami semblait un peu surpris. Et voici ce qu'a dit Tucker Carlson lors de la cérémonie commémorative. Il était un évangéliste chrétien. Et en fait, cela me rappelle mon histoire préférée de tous les temps. Donc il y a environ 2000 ans à Jérusalem, Jésus arrive et commence à parler des gens au pouvoir. Et il commence à faire la pire chose possible, dire la vérité sur les gens. Et ils détestent ça. Ils deviennent complètement fous. Ils détestent ça et ils deviennent obsédés par l'idée de le faire taire. Ce type doit arrêter de parler. Il faut qu'on le fasse taire. Et je peux presque imaginer la scène dans une pièce éclairée à la lampe, avec un groupe de types assis autour d'un plat de houmous, en train de se demander « Qu'est-ce qu'on fait à propos de ce gars qui dit la vérité sur nous? Il faut absolument qu'il arrête de parler. » Et il y a toujours un gars avec une idée brillante, et je l'entends dire « J'ai une idée, pourquoi ne le tuerions-nous pas tout simplement? » Comme ça, il se taira. Problème réglé. Mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, tout est inversé. Vous savez, vous voyez deux personnes. L'une d'elles pense que ce qui est arrivé à Charlie est plus profond que ce dont il parle. Et Donald Trump essaie de dire que c'est le seul type responsable de l'assassinat, et rien de plus, pas au-delà de cela. Oui, vous savez, la réaction de Trump à tout cela a été assez étrange. Il y a eu des descriptions, à la fois par la veuve de Charlie, Erica et d'autres, disant que Charlie aimait Donald comme un père. Il était comme un second enfant pour Donald Trump. Pourtant, dans les images vidéo utilisées dans l'émission qui a valu à Jimmy Kimmel d'être renvoyé, Kimmel, je trouvais qu'il faisait un point valable, un point juste, à souligner que Trump avait été interrogé, genre, le lendemain du meurtre de Charlie. Quelle est votre réaction? Et il a juste dit quelque chose de très, vous savez, du genre, oh oui, c'était terrible. Eh, regarde ce chantier là-bas. C'est ce qu'il a dit. C'est bizarre, c'est pas normal. That's not normal. If you really have a relationship with somebody, si vous avez vraiment une relation avec quelqu'un à qui vous tenez sincèrement et que cette personne a été assassinée de cette manière, je trouverais difficile même d'en parler, surtout s'il s'agit de quelqu'un comme mon fils, quelqu'un avec qui je prétends avoir eu une relation proche. Les émotions de Trump à ce sujet n'ont pas été normales. Je veux dire, les émotions ne correspondent pas à l'histoire. C'est ce que j'essaie de dire. Hey mec, regarde, on construit la plus grande salle de bal jamais vue. Ouais, Charlie, il est mort, mec.
Mais cette salle de bal va être géniale. Vous voyez, c'est ce que j'appellerais une cible légitime pour un humoriste qui veut montrer que la réaction de Trump était vraiment, vous savez, tellement inhabituelle. Je vais m'arrêter là. Ce n'est même pas un tout petit peu comparable à ce que Netanyahou essaie de faire. Oh mon Dieu. Il est tellement obsédé par tout ce qui l'entoure. Donald Trump essaie d'ignorer tout cela, comme si ce n'était pas grave. Et alors, Larry, quand tu compares les réactions de Donald Trump à celles de Netanyahou, pourquoi le premier ministre d'un autre pays fait-il tout pour convaincre les gens qu'il n'était pas derrière l'assassinat, alors que Donald Trump, comme tu l'as mentionné, ignore d'une certaine manière la façon dont il devrait aborder l'assassinat? Eh bien, il y a l'AIPAC, le Comité des affaires publiques américano-israélien. Les différents sionistes travaillent d'arrache-pied. Et il ne s'agit pas seulement de sionistes juifs, mais aussi de sionistes chrétiens. Charlie a été utilisé comme un outil par ces personnes, et Charlie a accepté leur argent. Il y a plusieurs exemples, même au cours de l'année ou des 2 dernières années, où il a tenu des propos pour justifier le génocide. Il n'a pas été ferme dans la condamnation du meurtre d'enfants à Gaza. Cela s'explique en partie par la pression financière exercée sur lui par ses riches donateurs sionistes. Ils se rendent compte qu'ils ont un problème. Cependant, à cause de la conversation qui a été enregistrée, je crois 24 heures avant que tout cela n'arrive, entre Charlie Kirk et Ben Shapiro. Et si l'on prend certains des commentaires hors contexte, on pourrait croire que Charlie remettait vraiment en question et critiquait le génocide israélien. Mais si l'on écoute l'extrait complet, c'est plutôt comme s'il cherchait des conseils auprès de Ben Shapiro. « Hey, aide-moi, comment expliquer cela aux gens pour qu'ils ne soient pas en colère contre Israël ?» D'ailleurs, Candace Owens et Tucker Carlson ont tous deux témoigné ou déclaré que Charlie subissait d'énormes pressions, qu'il n'aimait pas Bibi Netanyahou, qu'il n'aimait pas l'ingérence de Bibi Netanyahou dans la politique américaine et qu'il avait conscience d'avoir un problème avec sa base de soutien. Ces jeunes de 20 ans n'adhèrent pas au récit selon lequel Israël est notre meilleur ami. Donc vous savez, le fait que cela ait émergé si rapidement. La question était, est-ce qu'Israël essayait de faire taire Charlie? Je n'exclus pas du tout cette possibilité. Quant à savoir s'ils ont piégé quelqu'un, s'ils ont aidé à organiser l'opération, on ne peut pas l'exclure non plus. Parce qu'ils ont un passé clair d'élimination de personnes qu'ils considèrent comme un problème. Il suffit de demander à Hassan Nasrallah et aux négociateurs du Hamas, Haniyeh. Israël a une longue, riche et sordide tradition de meurtre et d'assassinat de ceux qu'ils veulent écarter. Donc voilà, Charlie Kirk, et les 2 points sur lesquels il était catégorique. Tucker Carlson était son ami, et il comptait faire revenir Tucker au prochain événement Turning Point USA. Eh bien, il y a des preuves évidentes, du moins selon Tucker, que ces donateurs sionistes, les très très riches, l'ont poussé à dire « Vous n'avez pas Tucker Carlson, vous n'avez pas Megyn Kelly et vous n'avez pas Dave Smith. » Donc, vous voyez, la situation est complexe du côté de Charlie Kirk. Certains peuvent simplement prendre certaines de ses déclarations et dire qu'il n'est qu'un instrument des Israéliens. D'autres commentaires peuvent laisser penser, au contraire, qu'il commençait à s'en détacher. Encore une fois, je reviens au fait qu'il a 31 ans. Et il y a des choses auxquelles on croit à 31 ans. Et il se peut qu'on n'ait pas encore assez d'expérience à cet âge pour bien communiquer, réfléchir à ce qu'on va dire et le formuler correctement. Je sais, mec, j'ai dit des trucs stupides que je ne pensais pas. Et des gens pourraient ressortir des commentaires que j'ai faits quand j'avais 30 ou 31 ans, et si on les diffusait, cela donnerait une image radicalement différente de moi.
C'est pourquoi je dis que je vais être très réservé avant de faire des déclarations de jugement sur le fait que Charlie Kirk était ceci ou cela. Je prends du recul et je me contente de dire, peu importe qu'il ait été ou non un instrument des sionistes, il avait une force de caractère et une vision personnelle. Et quand on écoute Candace Owens, qui a travaillé avec lui au début de Turning Point USA, il est très clair que c'était un jeune homme avec une vision et qu'il l'a réalisée. Et il mérite d'être félicité pour cela. Terry, lorsque tu interagis avec les gens, que ce soit dans ta salle de classe ou avec le public auquel Charlie s'adresse, tu essaies de faire passer ton message, mais tu reçois aussi le leur. Tu es influencé par les personnes avec qui tu parles. Même lorsque j'enseigne en classe, je suis influencé par mes étudiants. Ils m'apprennent des choses pendant que j'essaye de leur en enseigner. C'est ce qui s'est passé pendant ce mouvement aux États-Unis, à mon avis. Charlie Kirk, d'une certaine manière, a appris quelque chose de nouveau qu'il n'aurait pas pu apprendre de Tucker Carlson ou de Candace Owens. D'accord. Cela venait des jeunes qu'il défiait, qui essayaient de faire valoir un point contre lui. Et au fond, Ken. Oui, je me demande, je ne sais pas, quand a-t-il fait son premier « Prouvez-moi que j'ai tort ». Vous savez, quand il va sur un campus universitaire et dit « Hey, prouvez-moi que j'ai tort ». Mais c'était un débat, un échange, un questionnement socratique. Je ne suis pas sûr. Mais je suppose que si vous regardiez les 2 ou 3 premiers qu'il a fait, puis que vous regardiez ce qu'il a fait 8 ans plus tard, supposons qu'il ait commencé à 23 ans, je pense que vous verriez une différence, un changement d'approche, un changement d'argumentation, un changement global. Vous savez, on l'a accusé d'avoir dit des choses dures. Mais encore une fois, dans ces vidéos que j'ai vues, ces échanges, il n'a jamais été insultant ou, vous savez, à traiter les gens de noms, à utiliser des grossièretés, à insulter l'histoire sexuelle de mère. Rien de tout cela. C'était toujours un échange, une question posée, une interrogation. C'est pourquoi je ne pense pas que le gouvernement israélien serait capable de remodeler le mouvement qu'il a lancé, car ce mouvement vient de ces jeunes. Il ne s'agit pas de Charlie et de ses partisans. Cela vient des jeunes aux États-Unis, principalement de moins de 30 ans. Et cela ne peut pas être changé, d'après ce que je comprends, Larry. Qu'en penses-tu? Oui, non. Je pense que Turning Point USA est à un moment où nous verrons comment ils vont évoluer. Je ne sais pas quel pourcentage de leur budget provient de riches donateurs juifs comme Bill Ackman et d'autres. Mais vous savez, s'ils trouvent des financements en dehors de cela, disons de l'argent non sioniste, et qui poursuivent ce mouvement, parce qu'ils essayent, vous savez, de remettre en question ce genre de tradition, je n'aime pas vraiment appeler ça de gauche, mais ils remettent en cause l'idée ils partent du principe que l'Amérique est un bon pays, pas un mauvais pays. Et encore une fois, c'est la discussion que j'aurais aimé avoir avec quelqu'un comme Charlie pour dire, tu sais, oui, je suis d'accord qu'aux États-Unis, il y a toujours eu cet espoir, cet idéal de bonté, mais nous devons assumer la responsabilité de notre mal, de ce que nous avons fait et de ce que nous faisons. Je veux dire, regardez en ce moment, Donald Trump tue des gens dans des bateaux au large de la République dominicaine et au large du Venezuela, sans aucune preuve, sans aucun élément, sans aucune procédure régulière selon notre Constitution. Il a juste décidé, je pense qu'ils sont mauvais. Quelqu'un m'a dit qu'ils sont mauvais, je vais les tuer. C'est un meurtre légalisé. C'est tout ce que c'est. Donc, nous avons ces choses négatives en Amérique. L'autre point qu'il souligne, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que Charlie Kirk met en avant la foi chrétienne, tandis que les sionistes
rejettent le christianisme. Et en particulier, d'après ce qu'on m'a dit, je n'ai pas lu les passages en question dans le Talmud, mais il paraît que, dans le Talmud, qui est un recueil de commentaires de rabbins juifs, il y a des propos cinglants et répugnants sur Jésus et sur la Vierge Marie. Donc, l'ironie de voir de l'argent sioniste financer un mouvement principalement chrétien, qui promeut le message chrétien, la repentance et venez à Jésus, finit par devenir, à un certain moment, un point de discorde potentiel. Larry, ne penses-tu pas que cette rhétorique sur la gauche et la droite est en fait bien plus confuse et que nous ne traitons pas le problème de fond? Pour moi, la gauche, c'est le socialisme, la relation employé-employeur, et tu sais des choses comme la sécurité sociale. Ce sont ça, la gauche. Tu demandes toujours que ce genre de critères soient pris en compte, mais on n'en voit pas beaucoup, parce que la gauche parle d'autre chose, et la droite parle d'autre chose encore, qu'on ne reconnaît même pas comme étant la droite, ni les traditions que la droite est censée défendre. D'une certaine manière, ils embrouillent tout le débat. Je regardais le podcast de Candace Owens. Elle disait, et Tucker Carlson aussi, que le vrai combat, c'est entre les élites et le peuple. Ce n'est pas un combat entre la droite et la gauche. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Par exemple, je pense que le gouvernement ne devrait pas attaquer ou tuer des étrangers, attaquer d'autres pays ou s'engager dans des opérations militaires de sa propre initiative. Je crois que la force militaire ne devrait être utilisée qu'en cas de défense, lorsqu'on a été attaqué ou qu'on est menacé par une attaque imminente qui mettrait en danger sa vie ou celle de ses citoyens, et qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'utiliser la force. Oui, dans ce cas, il faut utiliser la force. C'est le même principe que j'applique quand j'enseigne aux gens à se protéger avec une arme à feu. Si vous portez une arme et que quelqu'un vous confronte, la première chose à faire est d'essayer de désamorcer la situation. Ne pas les combattre. Ne pas aggraver la situation en les insultant, en lançant des injures, en imposant des tarifs douaniers ou en faisant quelque chose qui leur nuirait. Essayez de désamorcer la situation. Essayez de vous éloigner. Sortez de la situation. Ce n'est qu'après avoir tout tenté, si vous ne pouvez pas partir, si vous ne pouvez pas désamorcer et que la personne a une arme à la main, qu'elle menace de vous tuer, qu'elle s'avance vers vous, oui, là vous utilisez la force. Vous l'arrêtez. Mais c'est vraiment le tout dernier recours. Donc parce que je prends cette position, est-ce que ça fait de moi un conservateur ou un progressiste? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de droite ou de gauche? J'en sais foutrement rien. Ou bien l'idée que, eh bien, je ne veux pas que le gouvernement prenne l'argent que je gagne pour le gaspiller dans d'autres programmes. J'aimerais qu'il y ait un peu de responsabilité, un peu de rigueur budgétaire. Je suis prêt à payer ma part pour faire partie de la société, mais je ne veux pas avoir à payer plus que les autres. Si vous êtes extrêmement riche, peut-être pourriez-vous faire un effort et contribuer davantage à la société. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de gauche ou de droite? Donc, on avance, question par question. Je suis simplement moi-même. Je pense que j'ai plutôt tendance à pencher du côté libertarien. Un gouvernement minimal, une responsabilité maximale pour les individus et que chacun soit tenu responsable de ses actes. L'autre jour, je ne sais pas si tu as vu Pam Bondi parler du discours de haine et de la liberté d'expression. Tu sais, la même chose se passait avec l'administration précédente. Ils utilisent le même genre de rhétorique pour s'en prendre à leurs adversaires politiques. D'accord. Tu sais? Oui, c'est ça le danger. Je veux dire, elle était là. Et la bonne nouvelle, c'est que des gens comme Tucker et Candace ont réagi immédiatement en la condamnant. Elle est épouvantable. Elle devrait être renvoyée.
Elle montre qu'elle ne comprend pas la Constitution et certainement pas le concept de liberté d'expression. Vous savez, je suis assez âgé pour me souvenir. Vous n'étiez peut-être même pas encore né quand un groupe de néo-nazis a défilé dans une région de l'Illinois, à Skokie, près de Chicago, où vivait une importante population juive, dont de nombreux survivants de l'Holocauste. Et finalement, ils ont été autorisés à défiler. Vous savez, je m'oppose à tout ce qu'ils représentent. Mais le principe de la liberté d'expression, c'est que vous permettez même à ceux que vous détestez ou méprisez d'avoir une voix. On ne peut pas simplement l'interdire en disant « je n'aime pas ce que tu dis ». Parce que si cela devient votre critère, alors tout le monde sera susceptible d'être persécuté en fonction de qui détient le pouvoir. Ils peuvent déclarer n'importe quel type de discours, comme celui que nous avons aujourd'hui, comme étant antisocial ou, vous savez, antisémite, et donc le faire taire. Ça ne devrait pas être comme ça. Oui. La situation évolue généralement, Larry. Je ne sais pas si tu as vu l'extrait où Jimmy Kimmel parlait du licenciement de Tucker Carlson de Fox News. Il attaquait Tucker Carlson de la manière la plus virulente possible. Mais il n'est rien arrivé à Jimmy Kimmel. Oui, le karma est une belle chose. Vous savez, comme je le dis, j'ai appris ce proverbe en Argentine. El pez muere por la boca. Vous savez, le poisson meurt par sa bouche. Et vous savez, Kimmel, les gens oublient que Jimmy Kimmel était autrefois dans l'une des émissions les plus sexistes. C'était l'émission de Ben Stein. Et il était là avec Adam. Je crois qu'ils appelaient ça The Man Show. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelait. Je crois que c'est peut-être encore sur YouTube. Tu l'as déjà vu? Non. Oh, oui. Allez voir The Man Show. Je veux dire, il ne faisait que se comporter comme une bande d'adolescents, à courir après les femmes, à boire de la bière, à faire les fous. C'était l'antithèse de ce qu'il est aujourd'hui. Bon sang. À l'époque, il était drôle. Maintenant, il n'est plus qu'un donneur de leçons braillard qui sermonne les gens. Mais vous ne voyez pas Tucker Carlson faire la même chose. Parce qu'ils savent, ils comprennent la situation. Ils sont très conscients de ce qui se passe dans tout ce jeu. Eh bien, Tucker, à son crédit, admet. Vous savez, j'ai dit des choses stupides. J'ai soutenu la guerre. J'étais un néoconservateur. Il fait en réalité beaucoup d'aveux publics et de repentir. Je pense qu'il se sent vraiment mal d'avoir été un facilitateur de tant de mauvaises choses. Et maintenant, il essaie de se racheter. Mais c'est là la différence. Lui, il l'admet. Kimmel, non. Oui. Larry, en parlant de la situation entre l'Iran et l'Europe avec le mécanisme de rétablissement automatique des sanctions, il semble qu'ils essayent encore de faire quelque chose sur le plan politique. Mais quel est ton ressenti sur l'ensemble de la situation avec l'administration Trump? Quel est leur point de vue à ce sujet? Penses-tu qu'ils exercent encore plus de pression sur l'Europe avec la question du rétablissement des sanctions? Et quelles sont les conséquences de cela pour la position de l'Occident en ce qui concerne la manière dont ils essaient de faire pression sur l'Iran pour obtenir ce qu'ils veulent? Alors, expliquons ce que nous entendons par le rétablissement automatique des sanctions. Avant la signature du JCPOA, il y avait 6 ou 7 types différents de sanctions qui avaient été imposées à l'Iran par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de ce plan d'action global commun, le JCPOA. Je crois que c'est ce que signifie cet acronyme. Toutes ces sanctions précédentes étaient censées être levées. L'Iran allait entrer dans une nouvelle ère sans sanctions, en échange de l'autorisation d'inspection
et de la garantie qu'ils ne construisaient pas d'armes nucléaires. Puis, les États-Unis s'en sont retirés. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui étaient également signataires et faisaient partie du JCPOA, n'ont en réalité jamais levé ces sanctions précédentes qui étaient en place. Ils ne les ont pas levées. Donc, l'Iran souffrait encore réellement des sanctions, même si, selon le JCPOA, il était censé en être libéré. Et puis, ironiquement, c'est la Russie qui avait proposé ce concept de snapback, croyant naïvement. Les Russes sont parfois vraiment trop confiants. Je pense que ce JCPOA fonctionnerait. Ils étaient convaincus que l'Iran allait les laisser surveiller. Et ils n'ont donc jamais pensé qu'on en arriverait au point où l'Iran dirait « hors de question, on ne va plus gérer ça ». Parce qu'ensuite, le snapback signifiait que n'importe lequel de ces pays pouvait dire « d'accord, on va rétablir toutes ces sanctions ». Or, en réalité, ces sanctions n'ont jamais disparu. Donc l'Iran fonctionnait toujours sous le régime des sanctions. Donc beaucoup de tout cela, c'est simplement, vous savez, un retour à la normale. Ce qu'il est important de noter, c'est que l'autre jour au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie et la Chine, ainsi que le Pakistan et l'Algérie, je crois, ont présenté une résolution disant « Hey, maintenons l'allègement des sanctions du JCPOA ». Et à cause de tout cela, c'est pourquoi l'Iran a signé l'accord du Caire avec l'AIEA il y a 2 semaines. À l'époque, je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient dire à l'AIEA d'aller au diable. » Mais au lieu de cela, ils signent cet accord pour permettre à l'AIEA de revenir, alors que c'est un repère d'espions. Mais je n'ai pas réfléchi et compris ce qu'ils faisaient. Ce que faisait l'Iran, c'était de dire « D'accord, nous allons continuer à coopérer comme l'exige le JCPOA, parce que nous voulons vraiment obtenir l'allègement des sanctions. » En agissant ainsi, l'Iran a choisi la voie de la sagesse en déclarant « D'accord, même si cet ordre international fondé sur des règles est appliqué de manière injuste et jamais équitable à notre égard, nous allons tout de même respecter ces règles. » Et qu'a fait l'Occident? 9 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont dit à l'Iran « Allez au diable, on s'en fiche. Non, vous allez de nouveau subir les sanctions. » Les sanctions, qui n'avaient en réalité jamais été levées, allaient désormais être appliquées. Sauf que, pour la première fois, la Russie et la Chine se sont unies pour déclarer « Il s'agit d'une action illégale et invalide, et nous allons commercer avec l'Iran comme bon nous semble, en ignorant vos sanctions. » Il y a donc désormais une véritable rupture, et l'Iran se trouve dans une position plus forte, militairement, économiquement et politiquement, qu'il ne l'a jamais été. Pensez-vous qu'avec cette décision, l'Iran se rapprocherait beaucoup plus de la Chine qu'auparavant? Parce que d'une certaine manière, l'Iran essayait, la nouvelle administration, celle de Raisi, essayait en quelque sorte de trouver un certain équilibre entre l'Est et l'Ouest. De nombreuses personnes au sein de l'administration plaidaient pour une meilleure relation avec les États-Unis, en particulier avec les États-Unis. Eh bien, je pense qu'ils réalisent maintenant qu'il n'y a aucune relation possible avec les États-Unis. Les États-Unis veulent détruire l'Iran. L'Iran, en même temps, a été très actif pour renforcer ses relations à la fois avec la Chine et la Russie. Il y a eu de multiples transports militaires venant de Russie et de Chine à destination de l'Iran, les aidant à se reconstruire après les attaques du 13 juin. Donc ce que vous voyez ici maintenant, c'est qu'en fait, l'autre jour, le chef d'état-major de l'armée iranienne était à Moscou. Et l'une des réunions était essentiellement avec leur secrétaire à l'énergie. Et le secrétaire à l'énergie lui a dit « Nous sommes impatients d'accroître et de renforcer notre coopération économique et militaire. » Cela venait d'un responsable russe de l'énergie. C'est comme « Quel est le rapport avec la coopération militaire ?»
Donc, clairement, l'Iran se prépare à être attaqué à nouveau. Cela va avoir lieu, et je pense que ce sera dévastateur pour Israël et potentiellement pour les États-Unis. Paul est là. Hello, Paul's Paul. here. Hello, Larry. Hello, Nima. How's it go? Go ahead, Paul. Larry was Allez-y, talking Paul. about the snapback Larry sanctions parlait that des sanctions de réactivation que les Européens, avec les États-Unis, essaient d'imposer, davantage de sanctions, comme avant le JCPOA. Comment voyez-vous l'issue de ces nouvelles politiques? Au lieu d'avoir un terrain d'entente pour travailler avec l'Iran, vous forcez les Européens à suivre le plan des sanctions de réactivation, ce qui met beaucoup de pression sur l'Iran. Comment cela va-t-il influencer la politique iranienne en termes de rapprochement vers l'Est ou d'une tentative de s'accommoder ou de se rapprocher de l'Occident? Quel est votre avis là-dessus? Well, I agree with Larry. I think Larry nailed it. Eh bien, je suis d'accord avec Larry. Je pense que Larry a parfaitement résumé la situation. Cela oblige l'Iran à développer des relations plus étroites avec les deux autres superpuissances, la Russie et la Chine. Et je suis d'accord avec Larry. Larry a raison. Mon propre avis est qu'il a également raison. Je crois avoir compris que Larry disait qu'il ne sera pas possible pour l'Iran de parvenir à un accord avec les États-Unis. Et je suis d'accord avec cela. Je ne sais pas, j'ai manqué la raison qu'il a donnée, mais je suis certainement d'accord avec lui. Et je pense que la raison en est que le gouvernement des États-Unis est un gouvernement fantoche de pacotille, sans aucune valeur. Government of Netanyahu. That's all it is. There's no independence. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a aucune indépendance nulle part dans le gouvernement des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Il contrôle les deux chambres, il contrôle la présidence et il contrôle les médias. La politique étrangère est entre leurs mains. Donc, tout ce qui arrivera à l'Iran sera déterminé par Netanyahou. Laisse-moi te poser une question, Paul. Qu'une des personnes qui lit mon Sonar 21 m'a envoyé et à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Il a dit qu'étant donné le niveau de prix du pétrole nécessaire pour maintenir la fracturation hydraulique aux États-Unis, le prix du pétrole doit rester à un certain niveau. Et peut-être que ce que Trump essaie vraiment de faire, c'est de provoquer cette crise avec l'Iran afin de faire monter le prix du pétrole pour protéger ses industries aux États-Unis. Tu trouves ça tiré par les cheveux? Non, c'est tout à fait un motif possible. Mais je ne pense pas que la politique étrangère américaine soit aussi indépendante. Même si ce motif est valable, l'élément déterminant, c'est Netanyahou. C'est Israël. Donc je ne pense vraiment pas que nous soyons capables d'agir dans notre propre intérêt au Moyen-Orient. Bon, je vais vous laisser maintenant. Messieurs, bonne discussion. Ravi de voir tout le monde. Ravi de te parler, Larry. Très bien, mes amis. Au revoir. À bientôt. Great to talk to you, Larry. All right, my friends. Bye-bye. See you. Bye-bye. Au revoir. Goodbye. Au revoir, au revoir. Paul, comment ça va? Super. Yeah. Paul, let's start with the case of Oui. Charlie Kirk. Paul, commençons par le cas de Charlie Kirk. What's your understanding? Quel est ton ressenti? Quelle est ta compréhension? Tu regardes l'assassinat, tu regardes le type dont il parle, Taylor Robinson. Il vient d'une famille conservatrice, puis il entame une relation avec une personne transgenre. Toute l'histoire est en quelque sorte incroyable. Les messages échangés entre les deux ressemblent à ceux de personnes de ton âge, dans la vingtaine, qui discutent entre elles. Qu'est-ce qui se passe? Que penses-tu de ce qui se passe dans l'affaire Charlie Kirk? Tu vois Tucker Carlson sortir et dire que ce qui est arrivé à Charlie Kirk est bien plus profond que ce que l'administration nous a dit. Et Donald Trump qui intervient, disant que c'est ce type qui l'a assassiné. Il n'y a pas de lien au-delà de ça. Quel est ton avis là-dessus? Well, I agree with you, Nima. Eh bien, je suis d'accord avec toi. L'histoire officielle qu'on nous raconte est absurde. C'est impossible et cela n'a aucun rapport avec la réalité. Souviens-toi, ils ont arrêté ce type, Robinson. Comment il s'appelle déjà? Tyler Robinson.
D'accord. Ils l'ont arrêté sans aucune preuve. Ils avaient aucune preuve. Ils ont affirmé que le fusil trouvé dans les bois lui appartenait. À ce que l'on sache, il a été placé là. Mais si je dis qu'ils avaient aucune preuve, c'est parce qu'ils n'avaient pas de balles. Et si tu n'as pas de balles, tu ne peux pas utiliser le fusil pour retrouver les marques qu'il laisse sur une balle et déterminer si la balle qui aurait servi à tuer Charlie Kirk a été tirée avec ce fusil. Donc ils l'ont arrêté sans aucune preuve. Ils n'avaient aucune preuve. Il n'y avait aucune preuve parce qu'ils n'avaient pas de balles. Maintenant, cette histoire de balle est vraiment étrange parce que je voyais sans cesse qu'ils cherchaient la balle. Ils ne l'avaient pas trouvée. Et maintenant, l'histoire est sortie il y a 1 ou 2 jours que, oh, le chirurgien a trouvé la balle. Elle était encore sous la peau dans le cou de Charlie Kirk. Il n'y avait pas de trou de sortie. En d'autres termes, il leur a fallu plusieurs jours pour découvrir qu'il n'y avait pas de trou de sortie. Franchement. Et nous avons eu ce rapport, soi-disant du chirurgien, via le bras droit de Charlie Kirk dans l'organisation, selon lequel Charlie Kirk était en si bonne santé qu'il était un homme d'acier et que la masse osseuse avait empêché la balle de sortir. Eh bien, voilà encore une histoire absurde. Quelle est la masse osseuse dans votre cou? Il n'y a pas d'os. Il y a juste un petit morceau qui se connecte à la moelle épinière. Si c'était une balle de calibre 30-06, qu'ils disent être un calibre pour les gros animaux, les grizzlies, les élans, elle peut arracher la tête d'un homme, le décapiter, et pourtant elle serait soi-disant restée coincée dans son cou. Eh bien, les premiers rapports ne disaient pas que le chirurgien avait trouvé la balle. Ils disaient juste, il n'y a pas de trou de sortie. Ça n'a aucun sens. Une 30-06 ne va pas être arrêtée par le cou d'une personne. Mais les rapports ultérieurs disent, oh, il a la balle. Eh bien, j'aimerais savoir de quel calibre il s'agit. C'est impossible que ce soit une 30-06, à moins qu'elle n'ait été, d'une manière incroyable, défectueuse. Donc toute cette histoire ne tient pas debout. Maintenant, il existe, disponible sur Internet, une vidéo très claire d'un homme debout juste en face de Charlie Kirk, à seulement quelques mètres. Il y a une rambarde entre eux, mais je pense qu'on pourrait en fait se pencher et le toucher. Et on a une image claire de l'homme. On sait à quoi il ressemble. Autant que je sache, aucun effort n'a été fait pour localiser cette personne, l'identifier ou l'interroger. Mais si vous regardez cette vidéo, je l'ai publiée ce matin, à la fin de ma chronique. Elle montre, ou semble montrer, que cet homme a assassiné Kirk avec ce qu'on appelle un pistolet de paume. C'est un vieux dispositif qui tient dans la main. On le voit, il est debout, un peu de côté. Au bon moment, il lève le bras et sa main va ici. Dès que vous voyez la balle toucher Kirk, vous voyez sa main bouger. Pas beaucoup, mais juste un peu, à cause du recul. Et puis, il saute par-dessus la clôture et se précipite pour aider Charlie, ce qui est une bonne façon de s'échapper. Il fait partie des personnes qui aident lors du tir. Kirk, eh bien, cela devrait attirer beaucoup d'attention. En fait, il me semble même qu'on peut voir le canon du pistolet entre ses doigts. Maintenant, avec juste un peu de recul, on voit clairement que ce n'est pas un calibre 308. Ça ne revient pas en pleine figure. Je m'y connais en fusil à haute puissance. Alors, c'était quoi un calibre .17, 22, 25 au maximum? C'était pas une munition de fusil à haute puissance. Et puis je vois qu'il y a eu un rapport d'un autre chirurgien qui ne l'a pas vu, qui n'explore pas Charlie, mais il dit que la trajectoire de la balle ne correspond pas à la théorie selon laquelle elle viendrait d'un toit. Donc, nous avons tout cela. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cela nous dit que j'ai perdu le fil de ma pensée un instant. Cela nous dit que le récit de contrôle rencontre des difficultés. Il y a beaucoup de problèmes avec ce récit de contrôle,
mais ils ont tout de même un certain succès, car le fait que le chirurgien dise que la masse osseuse de Charlie Kirk a arrêté la balle. Maintenant, tous les partisans chrétiens de Charlie remercient Dieu pour le miracle de la force de Charlie, qui a empêché les personnes derrière lui d'être touchées par la balle qui aurait pu les atteindre. Donc, en d'autres termes, tout est concentré. Les contrôleurs du récit ont même réussi à focaliser tous les partisans de Charlie Kirk, qui parlent du miracle de Dieu, de la masse osseuse de Charlie. Et on peut voir où cela va mener. Et puis, nous voyons les maîtres du récit nous focaliser tous en nous faisant parler de colocataires transgenres et de messages cachés de Tyler Robinson avouant sa confession. En d'autres termes, il n'y a pas de confession, mais les médias créent l'impression qu'il y en a une, un message caché. Les médias ont dit qu'il semble que Tyler Robinson ait pu avouer en ligne, donc la confession semble cachée. Ainsi, ces histoires leur ont été attribuées par ceux qui ont orchestré cet assassinat. Cela correspond au schéma que nous voyons encore et encore. Cela correspond au schéma que James Jesus Angleton m'a décrit. Donc, selon moi, tant que personne ne peut expliquer comment un coup humain a pu empêcher une balle de calibre 30-06 de produire une blessure de sortie, et tant que personne ne peut prouver que la balle extraite du cou de Charlie a bien été tirée de ce fusil, je n'en crois pas un mot, pas un seul mot. Et je pense que, oui, je crois qu'on en a déjà parlé, peut-être pas. Mais les deux personnes, les deux éléments, les deux entités qui avaient le mobile le plus fort, étaient l'establishment américain. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un leader émergent qu'ils ne contrôlent pas. Ils ne parlent pas leur langage, ils s'adressent à la famille, à Dieu, au christianisme. Ils parlent de toutes les choses qu'ils s'efforcent d'éliminer depuis des années. Donc ils ont un très bon mobile, le même mobile, la même raison pour laquelle ils se sont débarrassés de Martin Luther King. C'était un leader émergent. Ils ne le contrôlaient pas. L'establishment au pouvoir ne tolérera pas un leader qu'il ne peut pas contrôler. Regardez ce qu'ils ont essayé de faire à Trump pendant 8 ans. 4 inculpations mensongères. Combien de procès civils infondés? Propagande constante, Russiagate, Documentgate, Insurrectiongate, Strippergate, c'était sans fin. Voilà ce qu'ils font à tous ceux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Maintenant, quelle est l'autre entité qui avait un motif fort? Israël. Pourquoi? Parce qu'apparemment au début, comme tout conservateur américain, Charlie Kirk était aligné avec Israël. Les Américains sont alignés avec Israël depuis le début de la guerre froide. Ils sont aussi alignés à cause de ce mythe de l'éthique judéo-chrétienne, qui n'existe pas. C'est une supercherie. Mais les conservateurs chrétiens ont simplement l'habitude d'être alignés. Eh bien, ils étaient notre allié pendant la guerre froide contre l'influence russe au Moyen-Orient et pour notre capacité à contrôler les flux pétroliers. Tout cela. Donc les conservateurs n'y réfléchissent même pas. Ils sont simplement automatiquement dans le camp d'Israël, où Charlie Kirk était comme ça. Puis il a commencé à remarquer certaines choses, comme il l'a fait ailleurs, et il a commencé à soulever des questions. Vers la fin, il était assez critique envers Israël. Eh bien, si Netanyahou voit cela, il se dit, regardez, c'est le leader de la génération montante, et il guide cette génération. Ce sera la future direction du camp d'Israël. Nous devons nous débarrasser de lui. Voilà comment je vois les choses. Ce sont deux entités différentes, toutes deux puissantes, toutes deux capables d'assassiner qui elles veulent. Les deux avaient de fortes raisons de l'assassiner. Le récit officiel n'a aucun sens. Ils arrêtent Tyler Robinson avant même d'avoir la moindre preuve. Ils n'ont même pas la balle. Si vous n'avez pas la balle, vous ne pouvez pas prouver qu'elle provient de l'arme qu'ils disent être la sienne. Et jusqu'à hier, dans mes recherches, je n'ai trouvé nulle part où ce Tyler Robinson aurait avoué.
J'ai vu un post où, soi-disant, Tyler Robinson dit « Ils n'ont rien contre moi. Ils n'ont pas prouvé leur dossier. » Je suis d'accord avec lui. Quel est le dossier? Il est arrêté et accusé avant qu'il n'y ait le moindre lien entre la balle et l'arme. Et nous ne savons toujours pas quel est le lien entre lui et l'arme. Nous ne savons pas quel est ce lien. Voilà mon avis. C'est un assassinat politique professionnel pour se débarrasser de quelqu'un qui dérange la situation. Beaucoup de gens se demandent, Paul, comment Netanyahou a réagi à l'assassinat. Il est même apparu il y a 2 ou 3 jours sur sa chaîne YouTube personnelle, disant à tout le monde, « Ce n'était pas nous. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas assassiné Charlie Kirk. » À ton avis, pourquoi ressent-il le besoin de publier une telle vidéo? Parce qu'Israël avait un mobile très fort. Vous savez, la première chose que Netanyahou a faite, c'est de dire à quel point c'était terrible que Charlie Kirk ait été tué. Il a dit que c'était notre ami, que nous étions étroitement alliés, qu'il était avec Israël. C'est ce qu'il a mis en avant. Il n'a pas commencé par dire « nous ne l'avons pas fait ». Il disait « Kirk était notre proche ami. Nous étions étroitement alliés. » C'était un homme d'Israël. Il essayait de contrer tout impact que Kirk aurait pu avoir sur la jeunesse montante en disant « Hey, il y a peut-être un problème avec Israël. » Donc c'est la première chose qu'il a faite. Pour moi, c'est révélateur. Mais vous voyez, Nima, nous ne saurons jamais si Israël l'a fait. Il n'y aura jamais de confirmation officielle à ce sujet. Et si c'était un coup monté de l'intérieur de l'establishment américain, il n'y aura jamais de confirmation. La vraie question est de savoir si ce Tyler Robinson sera assassiné dans une cellule de prison prétendument à l'épreuve du suicide, avec toutes les caméras éteintes et les gardiens introuvables, afin qu'ils puissent déclarer l'affaire classée. Parce que c'est tellement plein de failles qu'il leur sera désormais très difficile d'inventer un nouveau récit, puisque l'ancien a complètement volé en éclats. Cela n'a aucun sens. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je soupçonne que, comme je l'ai dit, vous savez, Jack Ruby sera conduit dans la prison et lui tirera dessus. Paul, ce qui est arrivé à Charlie Kirk, à mon avis, c'est une sorte d'influence que l'opinion publique parmi les jeunes aux États-Unis a eue sur lui, ce qui l'a amené à changer d'état d'esprit vis-à-vis d'Israël. Il semble qu'à la suite de son assassinat, le lobby israélien, ou ce que nous avons vu avec Ben Shapiro et d'autres qui soutiennent Israël dans ce qu'ils font à Gaza et au Moyen-Orient, essaient de prendre le contrôle du mouvement. Ils essaient de le remodeler, mais après tout, il n'est pas certain qu'ils y parviennent. Penses-tu qu'ils en seront capables? Parce que ce mouvement est venu à Charlie. Charlie n'est pas allé vers ce mouvement. Tu sais, ce sont les personnes avec qui Charlie discutait qui ont changé son état d'esprit vis-à-vis d'Israël. Ce n'était pas Charlie qui les influençait. Et la plupart de ces personnes venaient de familles conservatrices qui critiquaient d'une certaine manière la politique des États-Unis. C'est rare, Nima. Les conservateurs ont toujours été... Je n'ai jamais connu de conservateur qui n'était pas dans la poche d'Israël. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a une raison à ce que tu dis. Je n'y avais pas pensé, mais je trouve ça surprenant. En repensant à toutes les années où j'étais à Washington, pendant toute la période de la guerre froide, les conservateurs étaient dans la poche d'Israël. Et tout ce que j'ai vu depuis, ils sont dans la poche d'Israël. Tu sais, les républicains sont totalement alignés avec Israël. Ce sont seulement les démocrates, ou certains démocrates, qui ont été critiques. Et la raison, c'est que les démocrates sont les champions des envahisseurs immigrés, et ils ont permis à tant de musulmans d'entrer aux États-Unis. Tu sais, il y a maintenant des maires musulmans, des procureurs musulmans et des membres musulmans du Congrès.
and Muslim members of the Congress. So the Democrats have had to sort of Ainsi, les démocrates ont dû accepter en quelque sorte certaines critiques envers Israël. Mais les républicains, eux, ils ne l'acceptent pas. Et il n'existe plus vraiment, selon moi, de presse conservatrice en Amérique. Elle a été reprise il y a plusieurs décennies, il y a 30 ans, par les néoconservateurs, avec les fondations conservatrices. Donc ce que vous dites me surprend. Mais pour répondre à votre question, en général, lorsqu'un mouvement perd son leader, il a du mal à s'en remettre. C'est un coup dur. Si vous y réfléchissez, James O'Keefe, lorsqu'il dirigeait Project Veritas, c'était une organisation très efficace. Ils l'ont évincé parce qu'il était trop efficace. Quelqu'un a influencé ses administrateurs. Eh bien, qu'entend-on aujourd'hui de Project Veritas? Rien. Et Glenn Greenwald, alors? Vous savez, d'abord il est évincé de la presse et des médias télévisés. Ensuite, il fonde The Intercept et c'est efficace. Trop efficace. Alors il se fait éjecter de là aussi. Eh bien, qu'avez-vous entendu à propos de The Intercept? Disparu. Le type de journalisme analytique percutant que Glenn Greenwald pratiquait a disparu de The Intercept, tout comme Project Veritas n'est plus rien depuis qu'ils ont expulsé James O'Keefe. Donc, quand on perd son leader, je pense que c'est un coup très sérieux. Je veux dire, c'est visible. Regardez l'effet des assassinats israéliens sur le Hezbollah. Je veux dire, le Hezbollah n'a plus rien à voir avec la force qu'il représentait avant qu'Israël n'élimine autant de ses dirigeants. On pourrait en dire autant de l'Iran, je ne sais pas. Tu en sais sûrement plus que moi à ce sujet. Mais Israël a assassiné tellement de hauts dirigeants et de scientifiques iraniens que cela a forcément eu un impact sur l'Iran. Donc je ne sais pas quel sort attend l'organisation de Charlie Kirk. Ils essaieront peut-être de la faire perdurer, ou elle deviendra simplement une sorte de réforme de la position évangélique. Toute la position évangélique pourrait devenir moins pro-israélienne, ou au contraire, plus pro-israélienne. Tout dépend vraiment de l'origine des financements. Si cela vient des Israéliens, du lobby israélien, alors cela deviendra une organisation israélienne. Vous voyez, je pense que l'organisation sera principalement préoccupée par son existence et la promotion des valeurs chrétiennes. Et elle sera écartée des discussions sur la politique étrangère, à moins que cela ne soit une condition pour obtenir des financements israéliens. Eh bien, quel est votre avis sur la manière dont l'Arabie saoudite a décidé de former une sorte d'alliance avec le Pakistan, une alliance militaire, un traité de défense entre les deux pays? L'un d'eux possède l'arme nucléaire, des missiles nucléaires, des bombes nucléaires, et l'autre cherche une sorte de protection, une forme de sécurité, une sécurité nucléaire, un État doté de l'arme nucléaire, pouvant les aider face à la menace qu'ils ressentent. À mon avis, ce qui se passe dans l'esprit de ces gens en Arabie saoudite, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, c'est qu'ils se demandent, si Israël nous attaque avec des bombes nucléaires, que pouvons-nous faire contre Israël? Les États-Unis ne nous aideraient certainement pas dans ce genre d'attaque pour nous défendre. Ils ne vont pas nous défendre. Donc nous devons faire quelque chose. C'est pour cela qu'ils discutent avec le Pakistan. Ils essayent d'améliorer leurs relations avec l'Iran. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, il est évident que les Saoudiens souhaitent être inclus sous le parapluie nucléaire du Pakistan. Ce sont les armes nucléaires pakistanaises qui les attirent. Maintenant, pourquoi ça s'est-il produit? Parce que, vous savez, le Grand Israël, traditionnellement, est défini comme le territoire allant du Nil à l'Euphrate. C'était la définition du Grand Israël, c'est-à-dire le territoire que les sionistes revendiquent comme Israël.
En d'autres termes, cela inclut la moitié de l'Irak et de la Syrie, ainsi que d'autres régions. Mais vous savez, l'année dernière, Israël a d'abord élargi le Grand Israël pour inclure la moitié de l'Arabie saoudite. Donc, tout à coup, le Grand Israël ne s'arrête plus à l'Euphrate, qui, si je me souviens bien de ma géographie, coupe à peu près l'Irak en deux. Il s'étend maintenant sur la moitié de l'Arabie saoudite. Et puis, plus récemment, Israël a annoncé qu'en fait, c'était Netanyahou. Il a dit que le Grand Israël inclut désormais le Pakistan. Eh bien, si l'Arabie saoudite et le Pakistan sont inclus dans le Grand Israël, alors ils deviennent des cibles à détruire, tout comme la Libye a été détruite, l'Irak a été détruit, la Syrie a été détruite, et la Palestine, vous savez, ils doivent disparaître. Et donc, lorsque ces deux pays, l'Arabie saoudite et le Pakistan, se retrouvent inclus dans le Grand Israël, ils se disent « D'accord, on a une cible dans le dos ». On sait que les Américains ne sont que des marionnettes de pacotille de Netanyahou et d'Israël et qu'ils vont nous détruire. C'est pour cela qu'ils s'unissent. Vous voyez, ce qui m'a toujours intrigué, c'est que cela aurait dû être évident pour le Pakistan et l'Arabie saoudite il y a 20 ans. Il leur a fallu 20 ans pour reconnaître l'évidence. Cette région du monde est tellement lente à voir l'évidence. Et donc, ils ont été éliminés un par un. S'ils avaient été unis, cela n'aurait mené nulle part. Mais ils ne peuvent pas accepter la réalité, ou ils ne la voient pas, ou bien ils sont simplement concentrés ailleurs. Je ne sais pas, mais il est clair qu'ils ne se sont pas préoccupés de leur survie, puisqu'ils n'ont pas survécu. Il se pourrait donc qu'Israël ait fait comprendre à l'Arabie saoudite et au Pakistan « Hey, vous faites maintenant partie du Grand Israël ». Et alors ils se sont dit « Qu'allons-nous faire à ce sujet ?» Donc ils vont s'unir. Et le Pakistan est précieux pour l'Arabie saoudite, parce que le Pakistan possède l'arme nucléaire. Maintenant, si la Chine, la Russie et l'Iran avaient un peu de bon sens, ils annonceraient un traité de défense mutuelle et incluraient l'Arabie saoudite et le Pakistan. Ensuite, le message serait adressé à Israël et aux États-Unis. Très bien, si vous les attaquez, vous nous attaquez, et nous allons vous attaquer. Et cela s'arrête là. Mais comme la Russie, la Chine et l'Iran manquent totalement de vision. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Rien ne se passera. Ils semblent déterminés à être détruits un par un, et c'est ce qui arrivera. Paul, que penses-tu de Donald Trump, qui demande à l'Afghanistan de laisser les États-Unis retourner en Afghanistan et de reprendre la base aérienne de Bagram? Donald Trump affirme que ce sont les États-Unis qui ont construit cette base, ce qui est faux. C'est l'Union soviétique, dans les années 1950, qui l'a construite. Qu'essaie-t-il de faire? Il a dit qu'il s'inquiétait de la Chine et des activités de la Chine dans la région. Mais comment vois-tu les choses au-delà de cela? Est-ce que cela concerne l'Iran, le Pakistan, la Russie, la Chine, tous ensemble? Je vais vous dire, tout d'abord, je ne pense plus que Donald Trump contrôle sa politique étrangère. Je pense que le complexe militaro-industriel a repris le contrôle, et certains éléments de l'armée sont très déçus de la façon dont nous nous sommes retirés. C'était une chose humiliante, un peu comme le Vietnam. Et le complexe militaro-industriel veut plus de conflits, parce qu'il veut plus de débouchés pour ses armes. Donc, c'est le complexe militaro-industriel américain et les éléments des forces armées qui sont très mécontents de la façon dont nous nous sommes retirés, qui travaillent ensemble pour relancer la guerre. La guerre, c'est ce qui alimente les profits et les carrières. S'il y a la guerre, leurs promotions arrivent beaucoup plus vite, des promotions bien plus rapides.
s'il n'y a pas de guerre, vos perspectives d'avancement sont limitées et très lentes. Et bien sûr, s'il n'y a pas de guerre, il y a une limite aux armes que vous pouvez faire financer et vendre. Voilà ce qui se passe. Trump découvre que le président ne contrôle pas vraiment le gouvernement, ce que je dis depuis longtemps. C'était mon expérience lorsque j'étais haut placé dans l'administration Reagan. Il est très difficile pour un président de contrôler quoi que ce soit, car la principale utilité du gouvernement, sa fonction première, est de servir les intérêts privés. Ainsi, même les personnes nommées par le président servent ses intérêts privés afin d'assurer leur carrière une fois que cette administration sera terminée. Les secrétaires adjoints, les sous-secrétaires, les ministres, tous se projettent dans l'avenir. Que va-t-il m'arriver quand ce type ne sera plus là? Et si je me fais les mauvais ennemis? Ma carrière est finie. Et si je me fais les bons amis? Je prospérerai, j'avancerai, je grimperai les échelons et je serai de mieux en mieux payé. Voilà donc la véritable motivation. Il est donc difficile pour le gouvernement de mettre en œuvre le programme du président, à moins que ce programme ne serve par miracle tous les intérêts privés. Eh bien sûr, aucun programme de réforme ne le fait. Aucun programme de paix ne le fait. Voilà donc à quoi Trump est confronté. Et je pense qu'on voit maintenant qu'il n'a plus le contrôle de la politique étrangère. C'est pour cela que les déclarations changent sans cesse. Il dit une chose, puis un peu plus tard, il est contredit, parce que ce qu'il dit n'est pas ce qu'ils font. Et ils ne vont pas s'adapter à lui. C'est à lui de s'adapter à eux. Voilà mon explication. C'est ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont constaté en y participant et qui sont assez honnêtes pour dire que c'est vraiment la situation. Paul, avant de conclure, quelle est la situation concernant le conflit en Ukraine? Donald Trump parle d'envoyer plus d'armes, 6 milliards de dollars à l'Ukraine. D'un autre côté, il nous montre d'une certaine manière qu'il veut agir sur le conflit en Ukraine. Quelle est sa position? Penses-tu qu'elle est similaire à celle qu'il avait au Moyen-Orient? Ou bien, les négociations et discussions en coulisses avec la Russie avancent-elles? Eh bien, encore une fois, le complexe militaro-sécuritaire ne veut pas que le conflit se termine. Cela signifierait la fin des profits. Cela voudrait dire qu'il devrait réduire la voilure. Les dirigeants se demandent qui sera licencié, moi ou cet autre. Donc il faut envoyer les armes. Je pense que Trump, et je crois qu'on en a déjà parlé, je pense que Trump essayait de sortir directement de la guerre. Au lieu que le contribuable américain finance la fourniture d'armes à l'Ukraine, il voulait vendre les armes aux Européens, qui les achèteraient et les donneraient ensuite aux Ukrainiens. Cela permettrait à l'industrie américaine de l'armement de continuer à engranger des profits. Ce serait une façon pour Trump de nous retirer d'une participation directe à la guerre, sans nuire à leurs profits. Et donc c'était un moyen pour lui de sortir sans se rendre vulnérable au complexe militaro-sécuritaire, sans les contrarier en fermant une de leurs sources de profit. Et ensuite, il pourrait se préparer à sa guerre contre l'Iran, dans laquelle je suis presque certain que Netanyahou l'entraînera. Je ne vois pas vraiment comment il va pouvoir l'éviter. Vous voyez, si vous faites attention, Trump s'adapte toujours à Netanyahou. Rappelez-vous, il y a quelques jours à peine, lorsque Netanyahou et les Israéliens ont attaqué des dirigeants du Hamas qui se trouvaient au Qatar, la petite enclave pétrolière arabe, et ils n'ont pas réussi, mais ils ont tué certains habitants locaux. Tous les rapports parlaient de dirigeants. C'était le Hamas. Oui. Je pensais que c'était les Houthis. C'était le Hamas, oui. Ils ont essayé de tuer les dirigeants du Hamas et ils ont tué d'autres personnes à la place.
Eh bien, il s'agissait d'un acte d'agression d'Israël contre un pays souverain. Les premiers rapports indiquaient qu'Israël avait attaqué sans en informer Trump. Ce sont donc là les premiers éléments qui ont circulé. Cela m'a montré qu'Israël prenait de plus en plus confiance. Il n'avait même plus besoin de prévenir à l'avance les États-Unis de ce qu'il comptait faire. Plus tard, j'ai vu une déclaration selon laquelle Trump aurait dit qu'Israël l'avait consulté et qu'il avait donné son accord. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Et Trump a-t-il dû dire cela parce que cela donnait l'impression que Netanyahou ne faisait plus attention à lui? Au début, les rapports disaient que Trump était en colère contre Netanyahou et contrarié par ce qu'il avait fait. Parce que, vous savez, nous avons cette grande base aérienne dans ce petit royaume pétrolier arabe. Et donc, ils sont censés faire partie de notre position au Moyen-Orient. Et Israël l'attaque, attaque notre allié, l'allié de Trump, là où se trouve notre base aérienne. Eh bien, on peut comprendre pourquoi Trump a dû, après réflexion, dire « Oh oui, j'ai donné mon approbation ». Donc, eh bien, je trouve pathétique que les États-Unis soient un pays aussi faible, aussi mou, qu'ils ne puissent même pas avoir leur propre politique étrangère. Ils doivent accepter la politique étrangère qu'Israël leur impose. Et donc, je rejette l'idée que les États-Unis soient une superpuissance. C'est un État marionnette d'Israël. Rien de plus. Nous en avons déjà parlé, je crois. Même dans les États conservateurs, on ne peut pas critiquer Israël et obtenir un contrat ou un emploi public. Je veux dire, même le Texas maintenant, imaginez les Texans, ces durs Texans, et leur gouvernement républicain ne leur permet pas de dire un mot critique sur Israël sans être interdit de faire des affaires avec l'État. Eh bien, cela montre qui est aux commandes. Et regardez les universités, nos universités d'élite, Harvard. Si les étudiants protestent contre le génocide qu'Israël inflige aux Palestiniens, ils sont expulsés de l'école. Ils ne peuvent même pas brandir un drapeau palestinien. C'est considéré comme un crime de haine. Si les étudiants qui protestent sont étrangers, Trump les expulse. Eh bien, faisons-nous cela pour un autre pays? Non. Non. Est-ce qu'on fait ça aux jeunes de gauche qui brûlent des drapeaux américains, se réjouissent de la mort de Charlie Kirk et encouragent les assassinats de Trump? Non, on ne fait pas ça. Donc ça me laisse penser que ce qui se passe au Moyen-Orient dépend principalement de Netanyahou. Et Poutine, la Russie et les Chinois semblent simplement avoir peur de s'impliquer. Je veux dire, regardez, Poutine s'est enfui devant Assad en Syrie après avoir passé plusieurs années à défendre la Syrie. Il s'est enfui et a laissé la place à Israël. Maintenant, Israël occupe le sud de la Syrie, je crois, jusqu'aux limites de la ville de Damas. Et ils disent, nous sommes là pour rester. Donc je dirais que si vous voulez savoir ce qui va se passer, demandez à Netanyahou. C'est lui qui sait. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous aujourd'hui, comme toujours. Merci, Nima. À bientôt, Paul. Au revoir, Tapel Marel. Je vais l'envoyer tout de suite.